D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de saluer la création de cette commission sur l'éducation à la petite enfance. Je voudrais également saluer Monsieur le ministre Proulx et en particulier le remercier pour l'engagement qu'il a manifesté envers le maintien du soutien gouvernemental à un programme d'une importance cruciale. Ça me permet de rappeler que la petite enfance, les programmes de politique familiale sont heureusement des enjeux qui ont échappé à des débats partisans. S'il y a quelque chose de non partisan au Québec, on a besoin d'en avoir quelques-unes, c'est ce sujet-là. Les gouvernements après gouvernement, il n'y a jamais eu de discussion, il fallait maintenir ce programme compte tenu du besoin fondamental qui se manifestait de ce côté dans la population québécoise puis de ce que ça représente pour l'avenir du Québec. Je suis d'autant plus également heureux de me trouver parmi vous que l'éducation a été une priorité de pointe du gouvernement que j'ai dirigé quand j'en étais le premier ministre. Et en particulier, je me suis personnellement engagé dans la mise en place de cette politique familiale. Aujourd'hui, quand on regarde les débats qui se passent, quand on voit, par exemple, comment est perçu l'engagement en politique active, où on voit beaucoup de réticences, les gens se posent toutes sortes de questions, ils voient la difficulté de se lancer dans la démarche élective. C'est de plus en plus difficile. Il y en a qui disent que les médias ne sont pas gentils. J'ai entendu dire ça à l'occasion. Et puis, les sacrifices de famille, justement, les sacrifices de couple, les sacrifices de carrière, ils sont énormes. De sorte que si, mettons, vous avez à prendre cette décision-là, puis vous voulez la prendre rationnellement, j'entre ou j'entre pas dans la politique active, vous prenez une feuille blanche, vous mettez un trait vertical, et puis à droite, vous mettez les contre, puis après ça, à gauche, il va y avoir les pour. Bon, vous n'aurez pas assez de place avec les contre. Puis les pour, il y en a seulement une raison qui justifie une réelle adhésion à la vie politique, c'est le désir de changer la société pour le mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va la changer radicalement, on ne réussit jamais des coups de circuit, mais pour peu qu'on la fasse avancer un peu, ça suffit déjà pour justifier l'engagement politique. Je dois dire que, en ce qui concerne cette question des politiques familiales, c'est justement ça qui nous donne la gratification du sacrifice politique. Quand on peut, parce que le pouvoir, c'est la possibilité de changer les choses, et le pouvoir, c'est plus une responsabilité qu'une autorité réelle, mais c'est la responsabilité de devoir faire avancer la société. Et pour moi, la grande gratification, et je considère que ça a été le point phare de ce que nous avons pu réaliser au gouvernement, c'est la mise en place de cette politique familiale. Je voudrais rappeler qu'on avait deux objectifs. Il y en avait d'autres, mais il y en avait deux principaux. Le premier, c'était la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et d'ouvrir le marché de l'emploi aux parents, bien qu'étant des parents. Et le deuxième, c'était l'égalité des chances à partir de la petite enfance, et en particulier par le moyen de la socialisation et de l'intégration scolaire. Il y en avait d'autres, mais c'étaient les principaux. Et comment tout cela est-il survenu? Je ne vais pas faire la petite histoire, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, les débats avaient déjà été amorcés dans les milieux communautaires, dans les milieux sociaux, dans les milieux syndicaux, dans les milieux de la pédagogie, sur qu'est-ce qu'on fait avec la petite enfance. Les études des études extrêmement percutantes avaient été rendues publiques ailleurs, aux États-Unis, au Québec aussi. En fait, vous avez tout à l'heure cité avec raison le rapport de M. Camille Bouchard. Mais on apprenait tous. Moi, à l'époque, j'avais environ 50 ans. J'avais de jeunes enfants, tout petits, là, c'est des jeunes, là, des 5 ou 6 ans. Il était trop tard pour eux autres, c'était trop tard, là. Le destin était scellé en ce qui les concernait. Mais on apprenait, moi en particulier, d'un laïc comme moi, j'apprenais que le sort, jusqu'à un certain point, le sort des enfants, de leur destin personnel, se jouait en grande partie entre 0 et 4 ans. Je trouvais ça incroyable et en même temps cruel dans les conséquences. Et on s'est rapidement rendu compte au gouvernement qu'il y avait là un besoin criant. Mais c'était au moment où on faisait le déficit zéro.
Vous savez qu'un gouvernement, ça peut difficilement marcher de la gomme, marcher en même temps. Alors, on fait le déficit zéro, on fait le déficit zéro. On est mobilisé partout sur les scènes avec les trésors et les finances, vous savez ce que c'est. Mais en même temps, on voyait bien qu'il y avait d'autres choses à faire que le déficit zéro. Et d'ailleurs, pourquoi le déficit zéro? Le déficit zéro, pour, si on peut, dégager des ressources pour que l'État puisse se relever des défis très importants dans ses missions essentielles. Alors, une mission essentielle, c'était manifestement celle-là. Alors, on a commencé à en discuter, mais vous savez, ça n'a pas été tellement un débat politique. Il n'y a pas eu de débat politique en réalité. Ça n'a pas été le genre de questions où tous les jours on est assailli par l'opposition officielle à des questions, etc. Mais non, l'opposition officielle était d'accord avec ça. C'est pour ça que je lui ai dit tantôt que c'est un enjeu non partisan, parce que les libéraux à l'époque, ils n'étaient pas contre. Ils trouvaient que ça avait du bon sens, puis ils devaient se demander en même temps, mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils font le déficit zéro, comment est-ce qu'ils vont s'engager dans une pareille dépense? Et c'est la question qui se posait à l'interne. Et je dirais que le vrai débat, il s'est fait, en un sens, à l'interne, au gouvernement. Parce que les gens des finances, ils étaient déjà, eux autres, coincés avec tout ce qu'on leur demandait de réduction de dépenses. Et ils se disaient, oui, mais ça ne marche pas, on ne peut pas souffler le chaud et le froid en même temps. Et couper, puis dépenser, et tout. Bon. Et il y avait des inquiétudes. Les comptables du Conseil du Trésor, c'était aussi. Les comptables sont payés pour ça, puis il faut qu'ils fassent. C'est un travail essentiel. Hein? On disait que le char de l'État a une partie essentielle, c'est le frein, puis c'est le Conseil du Trésor. Tu sais, alors, ils font un travail de discipline et de rigueur extrêmement important, et il n'y avait pas d'enthousiasme, là. Il n'y avait pas d'enthousiasme. Vous savez, pas par malfaisance, mais chez certains hauts fonctionnaires, c'était pas... Bon. Alors, j'ai vu que ce genre de dossier, ça se fait avec une centralisation. Il faut que ça se fait au niveau du leadership gouvernemental. Et là, je peux vous dire que les premiers pas, puis les premières études, puis l'impulsion première est venue de mon bureau. Et je voudrais citer 3 noms. Des gens qui ne sont pas connus du grand public, des gens qui ont joué un rôle très important à l'époque. Émile Dubois. Émile Dubois était un fonctionnaire des affaires sociales à la retraite. Il connaissait bien le dossier. Toute sa vie, il avait rêvé de faire une unification des programmes sociaux dans le sens de donner une synergie aux politiques familiales. Alors, il y a quelqu'un qui me l'avait présenté, lorsqu'on l'a amené à mon cabinet, il y avait Guy Morneau. Guy Morneau, qui est devenu un président de la Régie des rentes, mais qui était un très haut fonctionnaire, qui était, je crois, directeur général du comité interministériel. Donc, il avait déjà un rôle central, Guy Morneau. Et puis, il y avait Suzanne Lévesque. Il y a 2 Suzanne Lévesque dans la fonction publique. Il y en a une qui était la fille de Gérard Lévesque, qui a travaillé beaucoup à la justice. Puis il y en a une autre qui était la nièce de René Lévesque, qui était du côté social. Alors, c'est celle du côté social qui s'est trouvée à travailler dans le petit groupe. On était ensemble, on travaillait ça dans mon bureau. Et puis, on allait chercher de l'information. Des finances, je trouvais qu'on mêlait trop d'informations un peu. Hein. Vous savez comment c'est? C'est venu d'en haut, là, autrement dit. Et c'est là que je vous dis que d'avoir le pouvoir, ça peut être bon. Ça peut permettre de faire des choses. Quand on travaille avec un consensus de ministres, puis qu'on travaille ça ensemble, et très rapidement, le consensus s'est formé. Puis il y avait aussi un éparpillement des programmes sociaux à l'époque. La main gauche ne savait pas toujours ce qu'elle faisait. Les programmes n'étaient pas lissés les uns par rapport aux autres. Et puis, il y avait des ministères aussi qui voyaient bien qu'on allait rapatrier des montants, des sommes budgétaires au centre. Alors, un ministère, ça n'aime pas ça, perdre des morceaux de son budget. De sorte qu'il y en avait plusieurs, là, parce qu'on a utilisé des fonds qui étaient déjà engagés pour composer l'effort central. Alors, finalement, on y est arrivé. Et, excusez-moi, je ne voudrais pas perdre le fil, là. Et on est arrivé 20 ans après. Bon, 20 ans après, nécessité du bilan, d'un réexamen de tout cela, projection vers l'avenir, indispensable. Il est vrai qu'on a déjà certains éléments de résultats, mais la véritable évaluation de fond n'a pas encore été faite. Il faut du temps aussi. J'imagine qu'il y a des gens qui ont observé des cohortes de jeunes, qu'est-ce qui est arrivé ensuite au niveau postérieur. Mais on sait déjà, en tout cas, au point de vue de ce qui peut se quantifier, il y a déjà des données très importantes qu'on connaît. On sait, par exemple, que s'agissant de l'emploi des femmes, que entre 1997 et 2008, la hausse cumulative de l'emploi pour les femmes a été de 30 % et pour les hommes de 11 %. Et il y a également eu une hausse très importante du taux horaire des femmes au travail,
En particulier parce que dans les mois qui ont suivi la mise en place du programme, il y a un problème qui était... On est en train de négocier le Front commun. Vous savez, le Front commun, le Front gouvernement, c'est la grande messe. Hein? Alors, on avait des paramètres qui avaient été fixés, et je pense que la CSN et la FTQ étaient impliqués dans la discussion. Mais les paramètres s'appliquant aux employés, aux nouvelles employés, bien, beaucoup de femmes, un nombre considérable de femmes, vous me disiez 95 hein? 95 des enseignants au niveau... Vous savez ça, vous autres, je ne vous apprends rien. Mais c'est les femmes, le travail des femmes. Et là, évidemment, les paramètres généraux s'appliquant aux salariés de la petite enfance, ça ne donnait pas grand-chose. Et là où, vous savez, les images, c'est important. Puis le jour où j'étais dans mon bureau, puis là, on m'a dit, la CSN ou la FTQ viennent de démontrer que les salaires des employés de préposés à la petite enfance, ils ne sont même pas au niveau des gardiennes de zoo. Ça fait réfléchir. Hein? Alors, je pense qu'assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas payer les personnes qui s'occupaient des petits-enfants du Québec moins cher que les gardiennes de zoo. Hein? Alors, c'est là qu'on a fait un ajustement considérable. On a fait une exception. Une exception aux paramètres généraux. Beaucoup de gens pensaient, non, mais si on accepte de faire une exception, après ça, on va avoir les juges, on va avoir ci, ça. Bon. Mais en réalité, les gens ont compris. Les gens ont compris, puis on a pu... Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est un milieu qui évolue bien au point de vue de la rémunération salariale. On dit souvent que ça coûte très cher. Dans les sous-entendus, et je vois même souvent expressément trop cher, parce que c'est considérable, les sommes qui sont investies. Il n'y a pas de pays au monde qui en font autant que le Québec dans ce secteur-là. Et effectivement, on a mis en place un programme qui est probablement le meilleur au monde. C'est exagéré peut-être. Je ne pense pas que ce soit exagéré. Je vais regarder des données récentes. Il n'y a pas de programme comme ça au Canada. Il n'y en a pas aux États-Unis. Il y en a peut-être quelques-uns au Danemark, puis en Europe du Nord, mais relativement peu. Mais on est à la fine pointe du monde, en tout cas. On peut dire ça, là, sans se tromper, en termes de générosité, d'ouverture, d'efficacité du programme. Donc, il a été populaire, le programme. Et il a été la victime de sa popularité, dans le sens que, alors qu'il y a eu près d'environ 80 000 membres du réseau de garde de tarifs réduits en 1997, en 2013, on était rendu à 235 000. Alors, la hausse de coût, elle est là. Elle n'est pas forcément dans le coût réel du service rendu sur le plan du per capita. C'est fait que, parce que cette hausse-là est de l'ordre de 2 ou à peu près. Mais la vraie hausse, c'est qu'il y a plus de monde qui en profite. Mais plus il y a de monde qui en profite, plus les rendements économiques sont perceptibles. C'est ce que Pierre Fortin a démontré dans l'étude qu'il a faite. Parce que si vous avez plus de monde qui travaille, ils se payent plus d'impôts et de taxes au gouvernement. Et il a pu établir, par exemple, que l'avantage net était de l'ordre d'1 milliard de dollars pour les gouvernements, ce qui est absolument extraordinaire. Et puis, on sait que les gens qui ont analysé ces programmes-là puis qui discutent de la petite enfance, on pense par exemple au Workplace Center au MIT, au Massachusetts. Ils ont établi qu'à 1 dollar investi là, à la petite enfance, ça va épargner 13 autres dollars pour les services publics éventuellement. Évidemment, donc il faut se projeter dans l'avenir. C'est toujours difficile pour un gouvernement de raisonner au-delà de 4 ans. C'est très, très difficile. Non, mais c'est normal. En tout cas, nous autres, on est peut-être moins bons que les libéraux, mais on refuse. C'est très difficile de se projeter sur 20 ans pour un gouvernement. Mais c'est ce qu'il faut faire dans des investissements comme ceux-là. Et il a été très établi. Par exemple, je vais citer une chose importante. Le prix Nobel d'économie de l'Université de Chicago, M. James Heckman, prix Nobel d'économie de 2000, il a fait une étude qui concluait que le chaînon le plus important dans l'activité éducative, c'est le préscolaire. C'est le plus important de tous. Donc, il ne faut pas le rater. Alors, moi, je conclus en réitérant mes félicitations pour avoir créé cette commission, en lui souhaitant plein succès et en nous invitant tous à la soutenir du mieux que nous le pouvons. En vous souhaitant bonne chance. Merci.